fort intéressant. Donc, je vais vous parler de la conformité d'entreprises comme rempart à la criminalité financière à l'ère des fintechs. Lorsque Madame la professeure Duclos m'a contacté avec le sujet et avec le titre que je vous ai mentionné, le mot rempart m'a interpellée. Pourquoi? C'est sûr que les institutions financières utilisent les nouvelles technologies dans la lutte contre la criminalité financière. Et je vais vous en parler du côté pratique, mais c'est aussi la collaboration, le rôle des fintechs dans cette lutte contre la criminalité financière et justement cette notion de rempart au niveau des fintechs dans la lutte contre la criminalité financière. Donc, je vais vous parler de ces deux points de vue, donc l'approche au niveau des rôles et de la collaboration avec les fintechs et le volet pratique de l'utilisation des nouvelles technologies au niveau de la lutte contre la criminalité financière dans les institutions financières et en particulier dans les banques. Donc, tout d'abord, la relation entre les institutions financières et les fintechs au niveau de la lutte contre la criminalité financière. On pourrait définir les relations entre les institutions financières et les fintechs comme étant des relations de collaboration et de rivalité. C'est vrai d'un point de vue développement d'affaires, business, mais ça l'est aussi dans la lutte contre la criminalité financière. Tout d'abord, définir qu'est-ce qu'une fintech, on en a parlé aujourd'hui. En anglais, Monsieur Mayou me laissera utiliser un mot en anglais, il m'a déjà dit à titre de français, ça fait pratiquement partie de mes gènes, donc je peux utiliser des anglicismes apparemment. Donc, fintech, financial technology, ça fait référence à la notion de l'utilisation des technologies pour fournir des services financiers. Donc, ce sont des entreprises innovantes qui vont autant proposer des services au niveau de paiement de factures. Ça peut être aussi, par exemple, des prêts entre des pairs, de proposer des plateformes d'investissement et aussi d'agir au niveau des cryptoactifs. Je n'ai pas utilisé le mot crypto-monnaie. Donc, c'est là qu'on peut voir que les fintechs répondent aussi aux attentes des consommateurs. En particulier depuis la crise du Covid, les consommateurs, je m'inclus aussi là-dedans, on veut être servi le plus rapidement possible et on veut avoir tout en temps réel et tout avoir en même temps. Donc, c'est sûr que les fintechs répondent à ce besoin. C'est aussi des entités qui partent d'une page blanche au niveau des systèmes financiers, des systèmes informatiques, ce qui est la différence avec les institutions financières, les banques, qui ont généralement des systèmes archaïques, vétustes, qui coûteraient des milliards à modifier. Et c'est là que ces fintechs peuvent apporter ce bénéfice. Donc, oui, c'est une collaboration entre les fintechs et les banques, parce que ça peut justement apporter aux fintechs le capital dont elles ont besoin. Et c'est aussi du savoir institutionnel que les banques traditionnelles vont avoir. Et pour les banques, c'est les forcer à innover en ayant justement des partenariats avec les fintechs. Donc, autant les fintechs vont pouvoir répondre aux besoins des consommateurs, et autant ce partenariat avec les institutions financières vont pouvoir pousser les banques à innover et à fournir de nouveaux produits. Mais ces nouveaux acteurs ne sont pas sans risque d'un point de vue criminalité financière. C'est qu'en fait, autant les institutions financières vont être utilisées par les criminels, on l'a entendu aujourd'hui, autant les fintechs vont être aussi utilisés par les criminels. Et c'est là que la relation avec les institutions financières de « je t'aime, moi non plus » va vraiment se voir. C'est qu'en fait, on veut collaborer avec ces fintechs, c'est très important. Mais j'ai entendu aujourd'hui par le professeur Lacourcière qui faisait référence à l'article 5 de la loi
où les fintechs, dépendant de leur définition, doivent s'enregistrer à titre d'entreprise de services monétaires. Et c'est le cas, mais c'est là que les institutions financières ne veulent pas justement se substituer au niveau des fintechs. Si elles agissent, qu'elles offrent des services financiers et qu'elles doivent s'enregistrer, c'est là que pour les institutions financières, dans la lutte contre la criminalité financière, c'est un petit peu chacun doit jouer son rôle. Et on s'attend aussi de la part des autorités réglementaires qu'elles agissent au niveau des fintechs pour aussi protéger le consommateur. Et pourquoi c'est un débat dans la notion de rempart? C'est que le ministère des Finances, donc au niveau fédéral, a contacté il y a quelques années déjà l'association des banquiers canadiens, dont la Banque nationale fait partie, pour savoir pourquoi les banques ne voulaient pas avoir les fintechs et les entreprises de services monétaires comme clients. C'était du lobbyisme de la part de ces entités et on leur a expliqué que oui, en effet, c'est nos concurrents et on se le cache pas, mais d'un point de vue criminalité financière, il faut comprendre que ces entités sont généralement des entités petites. On peut même faire un parallèle avec les startups qui n'ont pas forcément accès à énormément de ressources et même si elles sont réglementées, ça peut devenir en contradiction pour les fintechs entre suivre la réglementation et garder le côté innovant. Donc, on voit dans l'industrie que ces entités-là, les fintechs, peuvent être utilisées par les criminels. Les criminels savent ils savent directement qu'ils ne vont pas avoir accès aux banques traditionnelles. Donc, ils vont passer par les fintechs dans des industries dans lesquelles les banques ne veulent pas avoir comme type de client. Et ultimement, ces fintechs ont besoin de comptes bancaires et vont passer par les banques. Et c'est là que, pour en venir à un autre point, de les fintechs. Est-ce que les institutions financières veulent les avoir comme clients ou comme partenaires? Pourquoi la question est importante? Parce que la fintech, si nous l'avons comme client, on va dire, on ouvre un compte bancaire traditionnel, on va faire le KYC, bien sûr, de connaître son client, mais on va faire de la surveillance transactionnelle, mais l'information est quand même limitée. On va avoir des rentrées d'argent, des sorties d'argent, mais qui sont les clients de ces fintechs? Oui, on peut faire un due diligence, une diligence raisonnable plus poussée, mais la fintech ne va pas nous donner la liste de tous ses clients. C'est aussi de l'information confidentielle. Ils doivent aussi respecter la loi sur la protection des renseignements personnels. Ils ne vont pas nous le dire, mais c'est là que les banques deviennent aveugles dans la surveillance transactionnelle. Et c'est pour ça qu'il peut y avoir un autre mode de fonctionnement avec les fintechs qui est plus un partenariat, de voir en fait de comment nous pouvons travailler ensemble, collaborer pour toujours bien servir le client et ses attentes, toujours lutter contre la criminalité financière. Mais en fait, ça nous permet pour nous de faire de la diligence beaucoup plus poussée. On peut aussi limiter les fintechs, on leur dit oui, on va avoir un partenariat, mais on t'interdit d'être dans telle ou telle industrie, car ultimement, on ne veut pas être utilisé pour favoriser la criminalité financière. Donc, c'est de voir quel est le meilleur pour les institutions financières. Est-ce que c'est d'être dans une relation de client ou être dans une relation de partenaire? Car c'est sûr que je ne vais pas faire pleurer personne dans la salle en disant que ça coûte excessivement cher pour les institutions financières de surveiller les fintechs. Et quand vous regardez que vous avez un compte bancaire, ça ne rapporte pas beaucoup à une institution financière. Donc, on n'est pas dans le bénévolat, on a des actionnaires. Donc, c'est là qu'on doit on doit regarder le risque d'être utilisé pour blanchir de l'argent versus aussi ce qui va rapporter à la banque. Donc, c'est vraiment quelque chose qui va être regardé au niveau des institutions financières, car détecter
dans des comptes commerciaux, le volet activité criminelle, que des marchands passent par des fintechs, c'est très, très compliqué. Donc, l'utilisation des fintechs nous demande aussi de réévaluer l'évaluation du risque que l'on fait de nos clients, parce qu'on se retrouve dans des environnements tout numériques. Vous l'avez entendu aujourd'hui, on a beaucoup parlé de le client, il est chez lui dans son sous-sol et il fait ses transactions, est-ce qu'il passe par une fintech ou pas? Mais nous avons un rôle, nous, à titre d'institution financière, de banque en particulier, de détecter ces activités criminelles et c'est quand même très, très difficile. Donc, pour conclure sur cette première partie, c'est vraiment pour nous d'évaluer où voulons-nous aller avec les fintechs, quelle relation nous voulons avoir avec ces entités. Je vais passer à la deuxième partie, qui est de façon plus concrète de vous parler de l'utilisation des nouvelles technologies dans la lutte contre la criminalité financière. Il existe plusieurs outils qu'on peut utiliser. On a parlé de l'intelligence artificielle, puis je vais en parler un petit peu. Mais la donnée est au cœur de tout. J'ai aussi entendu parler les entités financières ont accès à énormément de données, et c'est vrai, c'est énormément de données, mais maintenant c'est de voir comment nous pouvons utiliser ces nouvelles technologies pour faire parler ces données. Car l'utilisation de ces données, en fait, auparavant, le conseiller en placement, il rencontrait son client, puis il jugeait du comportement de son client. C'est plus le cas dans un environnement tout numérique, donc on va avoir de la donnée qui va venir de différents systèmes. Je vous ai dit un petit peu plus tôt que les banques ont des systèmes informatiques très archaïques. Donc, ce qui est très important en utilisant les nouvelles technologies, c'est de pouvoir faire parler ces données et de ne pas avoir des systèmes en silo. Et c'est là que les nouvelles technologies vont nous permettre d'avoir une vue beaucoup plus globale. Et ce n'est pas dans l'optique de remplacer l'humain, mais plus de compléter l'humain. Donc, on va utiliser les nouvelles technologies plus pour avoir en fait, on va jouer sur l'effet volume, c'est-à-dire que les nouvelles technologies vont nous permettre de brasser énormément de données et de jouer aussi sur l'effet temps. C'est-à-dire qu'on va s'assurer que l'humain va pouvoir regarder les données qui ont été analysées par les nouvelles technologies. Donc, on n'est vraiment pas dans l'idée de remplacer l'humain, mais de compléter l'humain, ce qui est d'autant plus vrai dans la situation économique actuelle. Avant, durant le Covid, c'est tout le monde se chamaillait pour trouver les données, pour trouver les employés. Et là, on est plus dans des situations de budget beaucoup plus serré et de pouvons-nous utiliser ces nouvelles technologies tout en étant dans des situations budgétaires beaucoup plus difficiles au niveau des employés. Donc, comment ça peut se compléter? Et c'est la même chose au niveau de l'utilisation de l'intelligence artificielle. C'est comment nous pouvons utiliser l'intelligence artificielle dans la lutte contre la criminalité financière. Et oui, l'intelligence artificielle est utilisée dans les institutions financières, pas forcément de façon transversale, mais plus, par exemple, pour onboarder des clients, donc pour aller chercher des clients. Ça peut être aussi dans la vérification de documents, aussi au niveau de la fraude. Mais oui, on regarde pour l'utilisation de l'intelligence artificielle au niveau de la lutte contre la criminalité financière. Mais il y a quand même deux points qui nous bloquent dans notre développement au niveau de l'intelligence artificielle. Le premier, c'est la maturité de l'intelligence artificielle. On ne veut pas avoir de biais. On ne veut pas non plus remplacer encore une fois l'humain. Et le deuxième point, c'est aussi de pouvoir travailler avec les autorités réglementaires pour qu'elles soient d'accord
qu'on utilise l'intelligence artificielle. Les différents acteurs se sont assurés de développer des règles au niveau de la surveillance et pour ne pas nommer CANAF, ils s'attendent à ce que les institutions financières aient des modèles en place qui soient basés sur des règles et pas sur l'intelligence artificielle. Donc j'entendais ma collègue Sylvie qui disait on a toujours des obligations de faire nos déclarations, et oui, donc il faut que les autorités réglementaires soient confortables pour qu'on puisse aller plus loin au niveau de l'intelligence artificielle. Donc c'est et on y arrivera en ayant, puis je vais aller à mon dernier point pour on m'appelle signe d'une minute, c'est cette collaboration entre les différents acteurs qui va nous permettre, et les différents acteurs, c'est autant les autorités réglementaires, les autorités gouvernementales, les institutions financières, de travailler tous ensemble pour utiliser ces nouvelles technologies, oui, de partager la donnée, mais d'utiliser ces nouvelles technologies pour tous ensemble lutter contre la criminalité financière. Et en conclusion, je vous dirais que ça ne peut pas être juste les nouvelles technologies, ça ne peut pas être juste l'humain, ça doit être deux paires, que les deux doivent aller ensemble pour conserver ultimement, qu'en fait que les consommateurs nous fassent confiance aux institutions financières, qu'elles continuent à nous faire confiance, et qu'on joue aussi notre rôle central dans la société au niveau de la lutte contre la criminalité financière. Donc, en espérant, ayant respecté mon temps, c'était ma conclusion.